En novembre 1970, André Malraux est l'une des rares personnalités admises à assister aux obsèques du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. C'est un compagnonnage de 25 ans qui est alors clos par la mort, une relation hors pair entre deux géants du siècle, deux hommes qui surent dire non à l'oppression, qui surent résister. Rien n'est plus important dans l'histoire du monde que de faire partie des gens qui ont été capables de dire non. Le plus grand personnage de l'histoire du monde, c'est Antigone. Vous vous souvenez, comment lui dit Créon, de quel droit es-tu venu enterrer tes frères contre la loi, puisque l'un a combattu pour la cité et l'autre contre elle, donc il y en avait un qui avait tort. Et elle répond, je ne suis pas venu sur la terre pour partager la haine, je suis venu pour partager l'amour. Et vous Mais on l'a tué. Dire non pour un peuple entier et assumer quelque chose que ce peuple, après, imagine comme ayant été l'honneur qu'il a, lui, assumé. C'est une des plus grandes choses qu'un homme puisse faire. De Gaulle et Malraux s'étaient rencontrés en 1945. Non pas le 8 mai, à la cathédrale de Strasbourg, où était célébré le Te Deum de la Victoire, mais en août, à Paris. Malraux entre alors au cabinet du général, de l'homme qui, dira-t-il à diverses reprises, sur le terrible sommeil de ce pays, en maintint l'honneur comme un invincible songe. Une voix, qui est la voix de la France, répète inépuisablement la même chose et cette voix n'a pas de visage. Quelle est la phrase la plus forte qui puisse exister de l'amour? C'est pas du tout les... Bon, c'est tout simplement « tu m'es nécessaire ». Eh bien, il est le seul homme qui a dit à la France « tu m'es nécessaire ». Quand Malraux rencontre de Gaulle, il se trouve face à l'homme qui prend dans son panthéon personnel la suite de Napoléon, de Trotsky, qu'il avait rencontré à Royan en 1933, de Nehru, du colonel Lawrence, de tous ces intellectuels hommes d'action qui le fascinent et dont il décrit l'archétype déjà en 1943 sous les traits de Vincent Berger dans Les Noyés de l'Altenbourg. Il devient ministre de l'Information pour 2 mois. Puis, de 1947 à 1953, il est délégué à la propagande du Rassemblement du peuple français, créé par le général de Gaulle. Tribun exceptionnel, il sera à diverses reprises le chantre de la Ve République, portant la parole de la France un peu partout dans le monde. En 1958, place de la République, il défend le oui au référendum proposé par le général de Gaulle. Citoyens, citoyennes, quand le 14 juillet, j'ai dit place de l'Hôtel de Ville que si certains voulaient la République sans le général de Gaulle et d'autres le général sans la République, la France, elle, voulait la République avec le général de Gaulle. Il était bien imprudent de m'opposer que le peuple de Paris ne serait pas au rendez-vous du général de Gaulle avec la République. Le peuple de Paris est là. Pour la France, merci, témoins. Et les institutions deviennent ce qu'en font les nations. C'est à vous qu'il appartient de tenter de faire de la Ve République l'héritière de la Première, ou l'héritière de la machine à crise ministérielle à laquelle Dien Bien Phu semblait annoncer une grande nuit funèbre. Écoute pour la France, République de bronze, la réponse de la vieille nef glorieuse. Ici, Paris, honneur et patrie, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire. Vous allez entendre le général de Gaulle.
Et il défendra le général de Gaulle lors des différentes consultations électorales, et notamment en 1965, lorsque celui-ci reste seul en lice face à François Mitterrand pour le second tour de la première élection présidentielle au suffrage universel. Il montrera alors ses talents de polémiste, sachant non seulement émouvoir une salle, mais réussissant aussi à la faire rire. Vous avez rêvé la gauche. Vous croyez que vous la faites quand vous parlez d'elle. Puisque vous ne symbolisez en rien une véritable action de la gauche, puisque vous ne symbolisez pas la République, et puisque néanmoins vous symbolisez quelque chose, que symbolisez-vous ? D'abord, le mélange de désirs émouvants et d'inévitable démagogie qu'implique l'éternelle intention politique opposée à l'action politique. Couperez-vous la France en deux ou en quatre, car vous êtes le candidat unique de quatre gauches, dont l'extrême droite. Ministre de la Culture, il entend mettre l'art à la disposition de chacun. Il fera notamment les maisons de la culture afin de permettre au public d'être au contact direct des œuvres, seul moyen à ses yeux de lui apprendre à aimer, dans la communion avec les chefs-d'œuvre de la création artistique. C'est dans cette intention qu'il organise de grandes expositions, Toutankhamon, Picasso, et qu'il prêtera la Joconde aux États-Unis. Il y a deux fonctions différentes dans le ministère, n'est-ce pas ? Il y a d'une part ce qu'on peut faire. Or, ce qu'on peut faire, j'y attache une énorme importance. Ça ne m'est pas du tout égal d'avoir changé la couleur de Paris, et surtout d'avoir transformé une ville triste en ville gaie. Ça ne m'est absolument pas égal de penser que nous ferons les maisons de la culture. Dans un univers qui, à mes yeux, est, comme vous le savez, un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui n'est pas absurde, c'est ce qu'on peut faire pour les autres. Parce que je ne suis pas solidaire d'une conception culturelle qui serait une conception, disons, aristocratique, pour prendre un mot bienveillant. Je suis absolument solidaire de l'autre côté. Et il est un ministre qui prononce de grands discours lorsque la culture est en liesse, en danger ou en deuil. Il quitte son ministère en 1969, après la démission de Gaulle, mais reviendra à diverses reprises sur la scène publique pour commémorer la résistance et honorer aussi les déportés rescapés des camps de la mort. Je rouvrirai à peine le livre des supplices. Encore faut-il ne pas laisser ramener, ni limiter à l'horreur ordinaire, aux travaux forcés, la plus terrible entreprise d'avilissement qu'ait connue l'humanité. Les médecins qui demandaient « Y a-t-il des tuberculeux dans votre famille ?» aux torturés qui crachaient le sang. Le certificat médical d'aptitude à recevoir des coups. La construction des seconds crématoires pour transformer les femmes en bêtes, l'inextricable chaîne de la démence et de l'horreur que symbolisait la punition, 8 jours d'emprisonnement dans la cellule des folles. Résistance déjà, c'était lui qui, en 1964, prononçait l'oraison funèbre de Jean Moulin lorsque les cendres de celui-ci furent transférées au Panthéon. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les Misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.